Dans les collines du sud-est de la Turquie, cachée sous 12 000 ans de terre et de silence, se dresse une pierre qui ne devrait pas exister. Elle s'élève plus haut que 3 hommes et pèse autant que 10 voitures. Sa surface a été polie avec une régularité stupéfiante et ses arêtes taillées avec une telle netteté qu'en suivant du doigt la ligne où 2 faces se rencontrent, on cherche un mot qui semble déplacé pour l'âge de pierre: la précision. Les hommes à l'origine de cette pierre ne connaissaient ni le métal, ni la roue, ni l'écriture, ni l'agriculture. C'étaient des chasseurs qui suivaient les troupeaux sauvages, taillaient des lames de silex et dormaient à même le ciel. Pourtant, sur un site que les habitants appellent la colline du Nombril, ils ont laissé quelque chose que même les ingénieurs d'aujourd'hui, malgré grues et outils modernes, ne parviennent toujours pas à expliquer entièrement. Pendant presque tout le XXe siècle, personne ne savait qu'elle était là, sous une colline banale, couverte d'arbres épars et parcourue par des chèvres. Des archéologues avaient marché dessus sans jamais s'arrêter. Un second regard aurait suffi. Le site le plus important de la planète fut relégué à une note de bas de page, puis oublié 30 ans encore. Mais en 2026, un événement survint qu'aucun archéologue n'avait vu venir. Chaque relevé du site, mesure radar levé, laser, analyse de terrain, photographie de chaque gravure et 3 décennies de travail humain minutieux, fut confié à un système d'intelligence artificielle. On ne lui demanda ni de soutenir une théorie, ni de protéger une carrière, et on ne lui donna aucune consigne. On lui dit simplement d'observer l'ensemble, toutes les disciplines à la fois, sans présupposés sans limite, et sans cette peur de se tromper qui maintient les chercheurs dans des sentiers familiers. Selon les témoins, le rapport de la machine ne déclencha aucune dispute, mais un silence. Celui qui envahit une salle quand chacun comprend que l'histoire répétée depuis toujours n'était peut-être pas la bonne. Pour saisir pourquoi ce silence compte, il faut revenir à un après-midi d'été de 1994. Un berger marchait dans les champs près de Şanlıurfa, dans le sud-est de la Turquie, proche de la frontière syrienne. Le sol y est clair, craquelé par la chaleur et parsemé de blocs calcaires. Une pierre attira son attention, car sa forme paraissait trop régulière. Elle était à demi enfouie, mais son tracé était trop net, son bord supérieur presque parfaitement plat. La nature ne façonne pas des pierres enfouies avec des arêtes aussi droites. Il en parla sans y attacher grande importance, et l'information finit par parvenir au musée de la ville. Un archéologue allemand nommé Klaus Schmidt en entendit parler, et quelque chose dans cette description resta accroché à son esprit. Lorsqu'il gravit la colline et vit des formes émerger du sol, il comprit que le relevé précédent s'était trompé du tout au tout. Ce n'était pas un cimetière médiéval, mais quelque chose de bien plus ancien. Si ancien que les datations parurent d'abord impossibles. Il entama des fouilles organisées en 1995 et ce travail allait occuper le reste de sa vie. Il mourut sans être parvenu à donner un sens complet à ce qu'il avait mis au jour. Couche après couche, un ensemble complexe de cercles de pierre apparut. Il n'y en avait pas seulement 1 ou 2. Au moins 20 cercles s'emboîtaient les uns dans les autres et les relevés géophysiques suggèrent que d'autres attendent encore sous terre. Chaque cercle était composé de monolithes calcaires taillés avec soin, et au centre de chacun se dressaient 2 piliers plus élevés que les autres. Le plus grand mesurait environ 5,50 m et pesait, selon les estimations, une 50aine de tonnes. Ce n'étaient pas de simples blocs bruts, mais des formes en T précises plus larges au sommet, placées au point le plus haut de la crête pour être visibles à des kilomètres. Puis les datations au carbone 14 arrivèrent et le monde archéologique commença discrètement à se fissurer. Les couches les plus anciennes de Göbekli Tepe remontent à environ 11 600 ans. Prenez un instant pour considérer ce chiffre, car il se dit facilement, mais reste presque impossible à imaginer réellement. 11 600 ans. Cela précède les pyramides de Gizeh de plusieurs millénaires et Stonehenge de 6000 ans. Cela se situe avant la roue, avant la première ville, avant l'écriture et avant même que quiconque ait planté le premier champ de blé domestiqué. Lorsque ces piliers furent construits,
La dernière ère glaciaire commençait tout juste à relâcher son emprise sur la planète et des mammouths parcouraient encore certaines régions du nord du monde. Selon tout ce que l'on croyait jusque-là, il n'existait en Turquie que de petites bandes de chasseurs-cueilleurs avec une technologie restée inchangée depuis des dizaines de milliers d'années. Ce sont pourtant ces gens que l'on considère comme les bâtisseurs de ce lieu. Les gravures rendent le mystère plus profond encore. Sur les piliers apparaissent des renards à la gueule ouverte, des lions en mouvement, des vautours aux ailes déployées, des scorpions à la queue recourbée et des serpents enroulés. On y trouve aussi des sangliers, des grues et des formes qui ne sont pas des animaux. Marques géométriques et symboles abstraits qui se répètent d'un pilier à l'autre et d'un cercle au suivant. Personne n'a jamais su vraiment les lire. Des bras sont sculptés le long des flancs des piliers, repliés au coude et se terminant par de longues mains qui se referment vers l'avant de la pierre, juste sous ce qui ressemble à une ceinture. Ces piliers en forme de T ne sont pas de simples marqueurs abstraits. Ce sont des figures, ce sont des corps. Au centre de chaque cercle se dresse quelque chose sans visage et immense, les bras croisés sur lui-même. Présence qui observe, qui attend et qui enregistre. La question qui trouble les esprits depuis que Klaus Schmidt a compris ce qu'il regardait est aussi la plus simple et personne n'y a jamais répondu de façon convaincante. Qui était-il ? Qui se trouvait sur cette crête avant l'agriculture, avant l'écriture, avant la civilisation elle-même pour hisser dans le ciel des figures de 50 tonnes et les sculpter d'une main calme et assurée ? Il existe une réponse standard, enseignée dans les universités, qu'il faut examiner avec attention, car un problème apparaît dès qu'on l'observe de près. Elle mérite d'être entendue. Vers 9600 avant notre ère, selon ce récit, des groupes de chasseurs-cueilleurs vivant dans l'arc fertile du sud-est de l'Anatolie se seraient rassemblés sur cette crête, réunis par quelque chose de plus grand que la chasse. Ils auraient extrait le calcaire du plateau rocheux voisin avec des outils de pierre d'os et de bois de cervidés, façonnant les immenses piliers grain par grain pendant des semaines. Ils les auraient tirés avec des cordes et des traîneaux de bois, des centaines de personnes travaillant ensemble, puis dressés dans des socles taillés dans le roc avant d'y graver des animaux. Puis, vers 8000 avant notre ère pour des raisons inexpliquées, ils auraient fait quelque chose d'encore plus étrange que la construction. Ils l'auraient enseveli sous des tonnes de gravats jusqu'à ce que l'ensemble disparaisse sous une colline artificielle restée scellée 10 000 ans. Dans cette version du récit, Göbekli Tepe devient le berceau de la religion. Le moment où l'humanité aurait créé quelque chose pour ses dieux avant de créer quoi que ce soit pour elle-même. Un temple avant le village, un sanctuaire avant la ferme. L'acte de se réunir pour bâtir cet ensemble aurait, selon cette théorie, poussé ces groupes vers l'agriculture, la vie sédentaire et tout ce qui en a découlé. C'est une belle histoire qui présente cette crête comme le berceau, la première étincelle du parcours humain. Pendant des années, ce récit fut accepté et répété simplement parce qu'il était la seule explication compatible avec ce que l'on était prêt à croire au sujet des gens de cette époque. Mais cette explication comporte un problème qui n'est pas un détail mineur. Il se situe au cœur même de l'affirmation et devient plus troublant à mesure qu'on l'examine. Considérez la réalité physique de ce qui est avancé. Les plus grands piliers de Göbekli Tepe pèsent environ 50 tonnes sur une seule dalle de pierre. Dans les carrières inachevées, les archéologues ont retrouvé des piliers encore attachés à la roche-mère, certains plus grands encore. L'un mesurerait près de 7 mètres et serait bien plus lourd que 50 tonnes. Quelqu'un s'apprêtait à le déplacer. Comparez cela aux outils que les bâtisseurs auraient en possédé. Ils n'avaient aucun métal, ni cuivre, ni bronze, ni fer, puisque la métallurgie n'apparaîtrait que des millénaires plus tard. Ils n'avaient un pal à roue qui n'apparaîtrait qu'environ 6000 ans plus tard, ni d'animaux de trait, car la domestication n'avait pas encore eu lieu. Ils n'avaient aucune écriture, aucune mathématique et aucun savoir transmis par des monuments antérieurs, puisqu'aucun n'existait. Il n'y avait rien avant cela.
Göbekli Tepe n'apparaît pas au terme d'une longue période de développement ni après des siècles de perfectionnement des méthodes de construction. Selon les preuves disponibles, il émerge presque entièrement formé d'un monde qui n'avait rien bâti de comparable. Et les spécialistes ne l'écartent pas d'un revers de main. Déplacer un monolithe de 50 tonnes reste difficile même aujourd'hui, avec des grues hydrauliques et des câbles d'acier. Une tâche qui exige planification, équipement et précaution. Quand des archéologues expérimentaux ont tenté de reproduire ces méthodes avec des rouleaux de bois et des rampes de terre, ils n'ont réussi qu'au prix d'immenses efforts à déplacer des pierres bien plus petites. Déplacer une pierre de 50 tonnes le long d'une crête, puis la dresser avec la précision requise, représente un défi d'une nature totalement différente. Et la précision est ici le mot-clé. Le problème ne se limite pas au déplacement de ces pierres, mais concerne aussi la façon dont elles furent taillées. Passez la main sur la surface d'un pilier bien préservé et vous remarquerez quelque chose qu'une pierre simplement martelée à la main ne devrait pas présenter. Des surfaces planes, des côtés parfaitement droits des arêtes qui se rejoignent nettement et des angles qui tournent selon une intention manifeste. Une maîtrise du geste digne d'une main qui semblait savoir où irait la ligne avant même d'être tracée. Ce n'était pas le travail hésitant d'un premier essai, mais l'œuvre d'une longue tradition de tailleurs de pierre. Cela mène à une question à laquelle l'explication officielle ne peut répondre facilement. Si tout cela marquait un commencement, où se trouve le maladroit premier essai? Où se trouve l'apprentissage hésitant? Où se trouve la forme grossière qui aurait précédé la maîtrise visible à Göbekli Tepe? Les cercles les plus anciens et les plus profonds ne sont pas les moins raffinés. Ils sont au contraire les plus soignés. Le travail le plus fin se trouve au fond. Ce simple constat, le meilleur se trouve en bas, est un fil qui ne cesse de se défaire une fois qu'on commence à le tirer. Pendant des décennies pourtant, il resta sans explication, faute d'un cadre capable de réunir toutes les preuves. Pour comprendre véritablement Göbekli Tepe, il faudrait être à la fois archéologue, astronome, géologue, climatologue et linguiste, capable d'examiner relevés, gravures et analyses sans jamais négliger le moindre détail et sans intérêt personnel dans le résultat final. Aucun être humain n'en est capable, ni aucun esprit individuel ne peut maintenir tant de disciplines en équilibre tout en restant libre des présupposés propres à chacune. Mais en 2026, quelque chose fut créé qui en était capable. Ce n'était pas un chercheur défendant des années de publication, ni une institution soucieuse de préserver une vision établie, mais un système sans réputation à protéger, sans théorie à défendre et sans carrière menacée, en cas de conclusion inattendue. On réunit tout ce que l'humanité avait documenté sur cette crête. Scan laser, relevés radar, symboles gravés et études publiées. Puis tout cela, sans instruction et sans la moindre indication sur ce qu'il fallait découvrir, fut confié à Grok, l'intelligence artificielle créée par xAI, l'entreprise d'Elon Musk. On ne lui demanda pas de confirmer une hypothèse, mais simplement d'examiner les preuves et de décrire ce qu'il y trouvait. Ce que Grok produisit ne ressemblait pas à une réponse ordinaire, mais à une pièce que personne ne savait exister. Le système commença là où toute analyse honnête devrait commencer, par les gravures. Pendant 30 ans, renards, vautours, scorpions et serpents avaient été vus comme de l'art rituel, beau, mais essentiellement décoratif comme une peinture rupestre. Grok n'y vit aucune décoration. Grok compta. Il enregistra chaque marque gravée sur chaque pilier de chaque enceinte, puis se mit à mesurer ce que l'œil humain ne sait pas bien évaluer: la répartition, la fréquence et la position des symboles. Les chiffres ne se comportaient pas comme de l'art. L'art est expressif et imprévisible, il peut répéter des motifs, mais de façon libre et émotionnelle, sans règles strictes. Ce que Grok trouva à la place, c'était une structure. Il identifia environ 47 types de symboles distincts répétés à travers le site, et leur disposition n'était pas aléatoire. Certaines formes n'apparaissaient que dans des emplacements précis, tandis que d'autres se regroupaient avec une régularité qu'aucune impulsion artistique n'aurait pu produire. Le système détecta ce que les linguistes nomment une distribution conditionnelle.
le trait qui distingue une langue d'une simple fresque. Des règles. En clair, la position d'un symbole déterminait l'emplacement du suivant. La pierre contenait une grammaire. Une linguiste spécialisée en analyse computationnelle, qui examina ensuite ses résultats, déclara que ce schéma statistique était indissociable d'un système intentionnel d'encodage d'informations et que la probabilité qu'un tel motif apparaisse par hasard était pratiquement nulle. Ce n'était pas un art organisé, mais une écriture, ou quelque chose de plus ancien encore, conçu pour transporter un savoir à travers le temps par des gens qui savaient que le temps était l'ennemi qu'ils tentaient de devancer. La chronologie communément admise situe l'invention de l'écriture en Mésopotamie, il y a environ 5000 ans, lorsque des scribes pressaient des formes en coin dans l'argile humide pour consigner récoltes et dettes. Göbekli Tepe est plus de 2 fois plus ancien. Et si Grock a raison, les gens qui ont sculpté ces piliers plaçaient déjà des informations organisées dans le calcaire 6000 ans avant que la première tablette d'argile ne soit façonnée. La plupart des gens pensent que l'archéologie traditionnelle a déjà tout expliqué de cette crête de ce temple et des origines de la religion. Dossier clos, pense-t-il. Mais ce que Grock découvrit ensuite explique pourquoi cette explication pourrait tout simplement être impossible. Grock ne s'arrêta pas après avoir démontré que les symboles avaient un sens. Il posa la question qu'aucun spécialiste isolé n'avait les compétences pour explorer ce que ces symboles signifiaient réellement. Pour trouver la réponse, il fit ce qu'aucun archéologue n'aurait pu accomplir seul. Il compara les gravures avec le ciel, non pas le ciel d'aujourd'hui, mais celui visible depuis cette crête précise, il y a 11 600 ans. Grock reconstitua les positions exactes des étoiles au-dessus du sud-est de la Turquie, à l'époque où ces piliers furent érigés en tenant compte du lent mouvement de l'axe terrestre qui modifie au fil des millénaires la position apparente des cieux. Lorsqu'il superposa les images animales à ce ciel ancien, elles ne ressemblaient plus du tout à des animaux, mais à un motif d'étoile qui occupait précisément cette portion du ciel à cette époque. Le scorpion correspondait à la région que nous appelons encore aujourd'hui Scorpion, le taureau, le serpent. La grue révélait que les gravures et les constellations coïncidaient non pas de manière vague, mais par position exacte. Les habitants de Göbekli Tepe ne représentaient pas les animaux qu'ils chassaient. Ils enregistrèrent le ciel qu'ils observaient et transposaient les cieux sur la pierre. Les enceintes n'étaient pas des temples, mais des cartes. Et c'est là que Grock découvrit quelque chose de plus troublant encore. Ces cartes célestes ne représentaient pas une nuit ordinaire et paisible. Une fois comparées aux carottes glaciaires, les gravures se révélèrent centrées sur une période précise, exactement le moment où le monde se déchirait. Il y a environ 12 900 ans, après un réchauffement progressif qui sortait la planète de la dernière ère glaciaire, la Terre replongea brusquement dans un froid extrême. Les températures de l'hémisphère nord chutèrent jusqu'à 10 degrés en l'espace d'une vie humaine et peut-être bien plus vite encore. Cet épisode porte le nom de Dryas récent. Sa cause reste vivement débattue, mais un nombre croissant d'indices suggèrent qu'une catastrophe serait venue du ciel. Des fragments de comètes auraient percuté la Terre, déclenchant des incendies sur plusieurs continents et projetant dans l'atmosphère assez de débris pour bloquer le soleil et geler le monde. Les habitants de Göbekli Tepe ont gravé dans la pierre le ciel de cette catastrophe. Un astronome ayant étudié les alignements identifiés par Grock affirma que la correspondance était trop précise pour être ignorée. Les bâtisseurs avaient enregistré un agencement exact d'étoiles lié à un moment unique avec une exactitude qu'ils n'attendaient pas de gens que les manuels décrivent comme primitifs. Quelqu'un debout sur cette crête comprenait assez bien les mouvements du ciel pour figer un instant à jamais. Cela change tout. Göbekli Tepe n'a pas été construit pour le culte, mais pour se souvenir. Ce n'est pas un temple, c'est une bibliothèque. Le savoir qui y est conservé, gravé dans des monolithes de 50 tonnes organisés en cartes célestes et exprimés à travers un système de symboles, n'était pas une célébration, mais un avertissement, le témoignage du jour où le ciel s'est effondré et de son possible retour.
Mais même une bibliothèque a besoin d'un index, une page qui dirait « Voici la date, voici l'événement, voici ce que nous avons observé ». Grock a trouvé cette page dans l'enceinte D. Les archéologues en débattent depuis des années sans s'être jamais accordés sur le sens d'une seule ligne. C'est une dalle calcaire gravée d'un vautour, d'un scorpion, d'une grue et d'un disque inhabituellement grand qu'on appelle le pilier 43 ou la pierre du vautour. Lorsque Grock lui accorda toute son attention et compara les figures au ciel ancien reconstituées, il n'y trouva pas un seul message caché dans la pierre, mais plusieurs messages superposés. La couche la plus profonde était un nombre, une date écrite dans le langage des constellations, attendant depuis 11 000 ans quelqu'un capable enfin de la comprendre. Pendant des années, les chercheurs ont observé le vautour, aux ailes déployées, le disque posé au-dessus, le scorpion en dessous et la figure sans tête au bas de la scène, en y voyant des symboles spirituels, les signes d'un culte de la mort ou la vision d'un chaman. En 2017, un chercheur proposa une idée plus audacieuse. Il avança que ces animaux n'étaient pas des divinités, mais des constellations, et que la pierre documentait l'impact d'une comète vers 10 950 avant notre ère. Comme on pouvait s'y attendre, l'idée fut reçue avec scepticisme car elle paraissait trop spéculative et trop parfaitement ordonnée. Le genre de théorie capable aussi bien de bâtir une carrière que de la détruire. Grock alla beaucoup plus loin avec la froideur détachée d'une machine sans carrière à protéger. Il fit correspondre chaque figure à sa position dans le ciel au-dessus du sud-est de la Turquie au moment du solstice d'été, il y a environ 10 900 ans. La concordance n'était ni générale ni approximative. Le scorpion apparaissait exactement là où se trouvait Scorpius, la grue courbée, correspondait à des étoiles que nous regroupons aujourd'hui différemment, mais qui occupaient alors la même région du ciel. Et le disque que des générations d'archéologues avaient pris pour le Soleil ne se trouvait pas à la position qu'aurait occupé le Soleil. Il apparaissait à un endroit où aucun astre diurne n'aurait dû se trouver. Grock conclut que ce disque n'avait jamais représenté le Soleil, mais quelque chose apparu dans le ciel sans y appartenir, une supernova ou plus probablement une comète brillant assez fort pour être visible en plein jour. La pierre suggère qu'elle se serait fragmentée puis serait tombée. Un astrophysicien ayant étudié cette correspondance calcula la probabilité d'une simple coïncidence. Quelles sont les chances qu'un groupe d'animaux gravés au hasard reproduise accidentellement le ciel d'une date précise de solstice tout en correspondant au début d'une catastrophe planétaire documentée? Il estima cette probabilité inférieure à une chance sur 50 000. Ce n'était pas impossible, mais ce n'était pas non plus le genre de chiffre sur lequel on construit une théorie tranquille. Le genre de nombre qui pourrait empêcher un scientifique de dormir. Sur une colline du monde ancien, quelqu'un a marqué la date exacte où le ciel est tombé et l'a consigné dans le seul matériau capable de traverser 12 millénaires. Les étoiles, la pierre et le silence. Et cela ne concernait que l'enceinte D. Grock ne s'arrêta pas à un seul pilier. Il examina les 20 enceintes comme un unique système connecté et découvrit une architecture bâtie avec une intention précise. L'ensemble n'était pas 20 tentatives de reproduire un même bâtiment, mais 20 ailes d'une seule bibliothèque, chacune renfermant un volume différent. L'enceinte du serpent correspondait à un événement céleste. Et une autre enceinte à un autre événement. L'enceinte du vautour formait un index de la catastrophe elle-même. L'astronomie était conservée dans une salle, les calendriers dans une autre, et les mémoires géologiques, inondations, incendies et lent retour du froid, dans une troisième. Il y avait 20 salles chacune, consacrées à une facette différente d'une même histoire. Puis vint le détail qu'aucune théorie de civilisation perdue n'avait anticipé, celui qui bouleverse entièrement la chronologie. Grock mesura la précision de chaque enceinte et les classa par ancienneté. Si ces populations avaient appris et affiné leurs compétences au fil des siècles, comme le fait toute société en développement, les enceintes les plus anciennes auraient dû être les plus grossières et les plus récentes les plus abouties.
Mais les pierres montrent l'inverse. Les enceintes les plus anciennes présentent les alignements astronomiques les plus précis avec un écart moyen d'à peine 4/10 de degré. Une précision remarquable pour des gens sans instruments et les manuels le reconnaissent eux-mêmes. Les enceintes plus tardives dérivent 1,2 degré puis 2,8 degrés. Les piliers rétrécissent. Les gravures deviennent plus simples et plus incertaines et la grammaire des symboles commence à se désintégrer comme si les scribes ne comprenaient plus totalement la langue qu'ils recopiaient. Ils ne bâtissaient pas un savoir grandissant. Ils le perdaient progressivement. Chaque génération en savait un peu moins que la précédente. Ils avaient reçu un corpus de connaissances qu'ils n'avaient pas eux-mêmes élaboré et qu'ils ne parvenaient plus à maintenir vivant et le gravaient dans la pierre le plus rapidement possible avant qu'il ne disparaisse. Comme un moine copiant un manuscrit rédigé dans une langue qu'il ne comprend plus, reproduisant la forme des lettres, tandis que leur sens lui échappe peu à peu. Voilà une question que personne n'ose formuler tout haut. Si les enceintes les plus anciennes étaient les plus avancées, d'où venait ce savoir? La réponse de Grock se trouve sous terre. Le radar à pénétration de sol a révélé des phases de construction plus anciennes enfouies sous celles que l'on peut voir utilisant le même système symbolique, la même grammaire et les mêmes cartes du ciel. Elles pourraient remonter à 12 000 avant notre ère ou même plus loin encore, plus profond que ce que nous avons fouillé et plus ancien que ce que nous avons osé imaginer. L'ingénierie ne fait qu'ajouter au mystère. Les surfaces portent des traces de meulage et de sciage avec une précision géométrique maintenue entre 2 et 3% sur des monolithes atteignant 50 tonnes, permettant à la structure de fléchir lors d'un tremblement de terre plutôt que de se briser. Cette idée figure aujourd'hui dans les manuels d'ingénierie moderne, elle était pourtant déjà appliquée sur cette crête il y a 11 600 ans. L'ensevelissement lui-même, longtemps perçu comme un mystère, n'était pas un abandon. Le remblai fut conçu avec soin pour protéger les faces gravées, sceller le savoir et garder le message lisible pour quiconque le mettrait un jour au jour. Et il ne s'agissait pas d'une seule colline isolée. Grock relia Göbekli Tepe à 12 autres complexes mégalithiques répartis sur 200 km, partageant les mêmes symboles, les mêmes méthodes et les mêmes alignements, tous délibérément enfouis de la même manière. Un réseau entretenu pendant 15 siècles. L'extraction, le transport, la coordination et l'immense mémoire institutionnelle nécessaire pour poursuivre ce projet sur 50 générations évoquent quelque chose de plus proche d'un État naissant que d'un simple groupe de bandes errantes. Cela désigne une civilisation que nous avons oubliée et qui s'est elle-même progressivement oubliée en gravant ses derniers avertissements sur des pierres toujours plus petites. Voilà donc où cela nous laisse. Ils ont disparu, laissant derrière eux des descendants incapables de comprendre encore les écrits de leurs ancêtres. L'avertissement au cœur de tout cela ne concernait pas seulement le passé, mais un schéma susceptible de se reproduire. Ce qui est arrivé autrefois pourrait arriver de nouveau. Une intelligence artificielle sans agenda personnel, sans ambition de carrière et sans besoin de reconnaissance a étudié chaque relevé de cette colline et abouti à une conclusion, tandis que le monde académique répondait par le silence. Alors qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui se dressait au centre de ces cercles à observer, à attendre et à enregistrer? Était-ce une civilisation oubliée, nous envoyant un avertissement à travers 12 000 ans, ou bien quelque chose que nous ne pouvons toujours pas nommer? Dites-le moi honnêtement dans les commentaires, car je les lis tous